Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre de la séquence préliminaire du 4e module qui consiste à étudier donc, une œuvre dramatique, Le bourgeois gentilhomme, une comédie-ballet de Molière. Nous passons maintenant à l'étude du paratexte. Alors l'objectif de cette séance est de lire les constituants du paratexte et de formuler les hypothèses de lecture. Qu'est-ce qu'un paratexte? On entend par là l'ensemble des informations présentes autour du texte. Le titre, sous-titre, nom de l'auteur, l'illustration, la date et maison d'édition, préface, postface, etc. Alors, quelle est la fonction du paratexte? Il permet d'avoir une idée sur l'ensemble de l'œuvre. Il sert aussi à formuler des hypothèses de lecture et il permet d'identifier les thèmes traités dans l'œuvre. Donc, la principale fonction du paratexte est informative et sert à éclairer la lecture d'une œuvre littéraire. Pour analyser le paratexte de l'œuvre au programme Le bourgeois gentilhomme de Molière, nous prendrons comme support donc les éditions Larousse avec les petits classiques Larousse. Donc, comme vous voyez sur l'image, donc vous avez le nom de l'édition, vous avez l'auteur, le titre et une illustration. Alors, voici quelques questions qui portent sur l'auteur. Quel est le vrai nom de l'auteur? Qu'appelle-t-on ce nom de célébrité? Pourquoi le dramaturge ne veut-il pas dévoiler sa véritable identité? Alors, voici des éléments de réponse. Donc, Molière, on l'a déjà vu dans la première partie donc, de cette séquence, il s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, c'est son vrai nom. Et Molière, c'est un pseudonyme. Pourquoi il a choisi ce pseudonyme? On n'a pas vraiment assez d'éléments, mais on peut émettre quelques hypothèses là-dessus. Donc, ça peut être pour contourner la censure, surtout que toutes les pièces donc, de Molière tournent en dérision les abus et les travers de la société française. Alors, il se peut que ça soit fait pour échapper donc, au châtiment d'un système politique autoritaire, vu qu'à l'époque, donc, la France donc, était sous le règne absolu de Louis XIV. Donc, ça serait aussi pour épargner la honte à sa famille. Alors, l'Église, je rappelle que l'Église à l'époque, l'Église catholique, elle considérait les acteurs comme des dépravés et elle leur refusait même donc d'être enterrés dans un cimetière. C'était le cas aussi de Molière et il a été enterré la nuit. Donc une dernière possibilité, donc tout simplement pour se forger un nom de plume. Alors nous arrivons maintenant au titre, Le bourgeois gentilhomme. Donc voici quelques questions pour orienter un peu donc, l'explication de ce titre. Vous allez étudier la nature des mots composant le titre et vous allez nous dire donc ce que signifient les mots bourgeois et gentilhomme à l'époque de Molière. Donc, troisième question, le rapprochement produit-il quel effet? Est-il logique? Quelle hypothèse de lecture pouvons-nous formuler à partir de ce titre? Donc, je vous propose une réponse synthétique. Donc, nous voyons très bien que le titre est constitué, donc, c'est une phrase non verbale. Il est composé de l'article le bourgeois gentilhomme, l'article le, avec deux substantifs, deux noms, bourgeois et gentilhomme, qui font référence respectivement à deux classes sociales.
donc la bourgeoisie et la noblesse. Le second substantif, gentilhomme, il a comme fonction un attribut du sujet bourgeois, suite à une ellipse, c'est-à-dire on a omis quelque chose. Qu'est-ce qu'on a omis? On a omis une relative. Et donc, nous pouvons reproduire donc, toute la phrase comme suit. Donc, le bourgeois qui veut devenir gentilhomme. Cette ellipse de la relative crée une incompatibilité entre deux mots qui s'excluent mutuellement. Quand on est bourgeois, on ne peut pas être à la fois bourgeois donc, et gentilhomme. Et donc, ça peut résumer la portée de l'œuvre. Donc, puisqu'il s'agit d'incompatibilité, on peut parler dans ce cas d'oxymore. Donc, cet oxymore s'affiche clairement, ou plutôt affiche clairement, le thème principal de l'œuvre, la folie des grandeurs. Molière critique certains bourgeois fortunés qui, de son temps, cherchaient à se hisser au-delà de leur rang social en imitant les aristocrates. Alors là, je vais vous faire un rappel et je vous renvoie en même temps donc, au cours d'histoire que vous avez eu cette année donc, sur la société française au XVIIe siècle. Et donc, les classes qui constituaient la société française à cette époque, donc, c'était le clergé, la noblesse, le tiers-état. Donc, le clergé, c'est l'Église catholique, la noblesse. Le tiers-état était constitué donc, de la bourgeoisie. Quand on parle de bourgeoisie, petite, moyenne ou haute bourgeoisie, donc, le tiers-état regroupait aussi les paysans, les domestiques et journaliers, les mendiants, etc. Nous arrivons maintenant à l'illustration, à l'image que nous avons sur la première de couverture. Alors, voilà donc des questions pour orienter la lecture de l'image. Observez l'image et dites qui elle représente. Qui représente-t-elle à votre avis? Relevez les éléments qui la constituent. Portrait, habillement, couleur, objet. Comparez le bas du corps et le haut, la tête. Quelles remarques pourriez-vous faire? Observez bien la direction du regard du personnage. Quelle interprétation pourriez-vous en faire? Alors, vous voyez très bien sur l'image qu'il s'agit d'un personnage, donc un homme. Ça ne peut être que le personnage principal de l'œuvre, Monsieur Jourdain. Alors, pour le portrait, c'est un portrait caricatural. Donc, la caricature, elle consiste à grossir un trait. Donc, ici, on grossit la tête du personnage. Pour l'habillement et les couleurs, donc, vous avez cet homme habillé d'un costume de bourgeois de l'époque du XVIIe siècle. Donc, au-dessus, cette partie, il porte une veste, un pourpoint. Dans une partie marron, donc de couleur marron, et une autre de couleur bleue. Il porte aussi un haut de chausses marron avec des chausses orange et des chaussures marron. Alors, pour l'objet que nous avons sur l'image, donc vous voyez très bien qu'il s'agit d'un miroir. Alors, ce miroir, il sépare la tête du reste du corps, du personnage. Et donc, il reflète une tête de personnage aristocrate. Parce qu'on a une perruque, donc le costume, la cravate, donc ça renvoie à un aristocrate, donc un noble. L'image reflétée par le miroir n'est en fait que cette illusion d'appartenir à la classe de la noblesse et qui semble posséder l'esprit du personnage. Donc ici, nous avons une opposition entre le paraître, ce qu'il veut donc devenir, donc ce qu'il essaie donc de paraître, ou comment plutôt il essaie de paraître comme un noble, et sans être ce qu'il est réellement, un bourgeois.
Alors, au niveau donc, des deux parties du corps, donc, nous voyons très bien qu'il y a une disproportion. La partie haute, donc la tête, qui est censée être plus petite que le reste du corps, occupe plus d'espace sur l'image. Donc, l'élément qui fait donc objet de caricature, c'est la tête. C'est la tête du personnage. Et donc, si on grossit donc, la tête, c'est pour mettre en relief un défaut, pour montrer un défaut chez le personnage. Le regard, alors quand on regarde du personnage, on voit très bien qu'il est rivé sur le haut plutôt, donc il est fixé sur le haut et cela montre que le personnage est obsédé par l'idée d'intégrer une classe sociale supérieure à son rang, donc celle de la noblesse. Nous arrivons maintenant à une courte synthèse, donc une sorte de récapitulation de tout ce que nous venons de dire concernant l'auteur, et surtout donc concernant l'illustration, l'image et le titre. Donc, partant des éléments constituant le paratexte de l'œuvre, le bourgeois gentilhomme se présente a priori comme une satire sociale, c'est-à-dire une critique moqueuse des travers humains à cette époque du XVIIe siècle. Entre autres, l'usurpation, c'est-à-dire l'appropriation sans droit des titres de noblesse par les bourgeois enrichis. Nous arrivons donc à la fin de cette séance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à bientôt.